Radio M, l'entretien. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'entretien a le plaisir d'accueillir à Radio M aujourd'hui Ferial Furan Benchikou, auteur de Seboaziz Bengana, dernier roi des Zibans. Ferial Furan Benchikou, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Je suis ravie d'être à Alger, dans Déjà mon pays natal que j'aime. Que vous visitez souvent ? Oui, je viens régulièrement. J'ai jamais coupé les ponts avec ma patrie d'origine. Voilà. Alors, votre dernier passage, ou l'un de vos derniers passages à Alger avait laissé des traces. On va en parler tout à l'heure un peu plus en détail. Vous avez publié ce livre qui a suscité une polémique, mais nous, on a voulu le lire d'abord avant de l'évaluer, et puis on a jugé utile pour les auditeurs de Radio M de revenir dessus avec vous, parce que vous exhumez quand même un volet important de l'histoire de l'Algérie qui est, bon, on peut vous l'accorder, assez occulté dans l'histoire. C'est le rôle des élites algériennes précoloniales et durant la période coloniale. Donc les grandes tantes, les grands chefs sahariens, l'aristocratie terrienne algérienne qu'a incarné donc votre famille, les Bengana. Et donc on peut imaginer que c'est votre première motivation que de raconter cette histoire occultée en écrivant ce livre ? Alors oui, donc moi, c'est ce que je dis depuis toujours, depuis que j'ai publié ce livre, c'est vraiment une quête de vérité et de justice. Parce que à travers ce livre, je révèle un secret de famille qui a longtemps été gardé secret. Je le révèle 70 ans après la mort du Cheikh Arab Waziz Bengana, qui est son élimination, son empoisonnement, par l'autorité coloniale française. Ça, c'est un secret de famille que personne ne connaissait. Et effectivement, j'ai eu la force, en 2015, d'entamer ce travail d'écriture pour révéler ce secret de famille. Alors, qu'est-ce qui me motivait ? Moi, vous savez, je suis née en Algérie. Moi, je suis algérienne de souche, de père et de mère. Et voilà, et donc pendant toutes mes années en Algérie, quand vous entendez des choses assez hostiles par rapport à cette Bengana, histoire... c'est connoté négatif. Voilà, et que vous savez que votre aïeul a été assassiné par les autorités françaises, comme je le dis souvent, ça crée une ébullition en vous, et vous avez à un moment donné envie de dire la vérité. Voilà. Alors moi, j'ai effectivement ce livre, c'est la transmission de ce secret. Mais je ne me suis pas contentée de le transmettre. J'ai investigué pour essayer de comprendre les raisons de cet assassinat. Et j'ai exhumé un dossier longtemps gardé secret, qui se trouve aux archives d'Aix-en-Provence, d'Outre-mer. Et j'ai exhumé donc un rapport du gouverneur général de l'époque, Yves Châtaigneau, au général de Gaulle. Et quand on lit ce rapport, on comprend les raisons de son assassinat. Alors moi je le dis, les lecteurs liront ce livre, ils peuvent très très bien remettre en question cette vérité. Un secret d'État, c'est pas quelque chose d'officiel, d'accord ? Mais il est mort, tout le monde s'accorde pour dire qu'il est mort dans des conditions très mystérieuses, en plein massacre coloniaux, les terribles massacres de Sétif, Guelma et Khalata de 1945. Il est mort le 17 juin 1945. Dans la continuité, on était encore en train de massacrer. On a massacré jusqu'au mois d'août, septembre. Lui a protesté contre ces massacres. Et puis, j'ai découvert en fait, qu'il était dans le collimateur des autorités coloniales depuis octobre 1944, avec toute la cabale du Parti communiste à son encontre, qui est une cabale qu'on comprend, qui est idéologique, le communisme contre la propriété privée, etc. Voilà. Donc c'est ce qui m'a motivée, moi, c'est de révéler ce secret et d'essayer de comprendre pourquoi. Alors, évidemment, quand on vous entend décliner un petit peu votre travail sous cet angle-là, on s'attend à lire peut-être un thriller, mais moi, ce que j'ai trouvé, c'est plutôt un travail d'anthropologue et d'historien qui déroule la dynastie des Bengana qu'on ne connaissait pas très bien. Donc, et à travers elle, on comprend un peu mieux comment fonctionnait la relation des élites avec les pouvoirs centraux.
Cheikh al-Arab Sibouaziz Ben Ghana, il était, on va dire, le dernier dépositaire de cette tradition. Pourquoi il est entré en dissidence? Pourquoi il serait devenu, il aurait cessé d'être, pas en odeur de sainteté vis-à-vis de l'autorité coloniale? Qu'est-ce qu'il aurait fait dans cette dernière période de 44-45 qui fasse qu'il soit humilié, détenu et puis, selon ce que vous affirmez, empoisonné à la fin? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, donc moi, mon livre s'intitule Mon dernier roi des immenses. C'est un titre qui a soulevé un tollé, etc. À l'époque, on l'appelait, les colons, les autorités coloniales appelaient le roi des immenses par rapport au prestige, en fait, et à l'aura qu'il avait auprès de la population musulmane qu'il administrait, donc les tribus. Effectivement, c'est le représentant d'un système ancestral, qui est celui des anciennes familles, donc comme on dit maintenant les élites autochtones. C'est le dernier représentant de ce système-là, qui, ce pouvoir, lui a été conféré de manière héréditaire. C'est pour ça que je parle, entre guillemets, d'aristocratie, parce que ça se transmet, le pouvoir se transmet de père en fils, etc., depuis donc des siècles. Alors, lui, donc effectivement... tout au long de sa vie, il y a eu une évolution, comme d'ailleurs tous les sujets indigènes, sujets français à l'époque, lorsqu'il y a eu les mouvements nationalistes qui ont commencé à émerger, etc., par rapport au joug colonial, à l'injustice infligée à la population pauvre, etc. Vous diriez qu'il s'est radicalisé ? Voilà, il a commencé à devenir critique, lui, par rapport à l'ordre colonial. Voilà. Et c'est ce que moi je révèle à travers cet ouvrage, en exhumant tous ces discours, etc. Donc il œuvrait beaucoup. Madame Furent, je vais me permettre de lire un extrait de votre livre. Donc c'est un texte qu'il prononce à l'occasion de la célébration du centenaire de la chute de la ville Constantine. Il faut quand même rappeler, on en parlera tout à l'heure, votre famille a participé, vos aïeuls ont participé du côté de Ahmed Bey à Constantine pour défendre la ville contre l'invasion française. Et il dit, il y a plusieurs passages, et je dis à mes amis français, comme à mes amis algériens, musulmans, pardon, c'est l'expression consacrée, faites trêve de vos dissensions. La trêve, voilà qu'un événement grandiose va permettre de l'amorcer solennellement dans l'allégresse et dans la joie. Et quand la célébration du centenaire de Constantine soit pour toute occasion d'une manifestation écrasante de la fraternité et de la solidarité humaine. Et c'est sur ce tempo, cette tonalité de l'amitié algéro-française, de la générosité de la France vis-à-vis des Algériens, je ne vais pas tout citer, que le texte diplomatique, entre guillemets, vous dites, est construit. Et vous ajoutez à la fin, alors c'est vous qui parlez maintenant, c'est l'auteur qui parle, vous dites ainsi s'exprimer publiquement pendant les années d'avant-guerre, d'ores et déjà animé par cette soif d'égalité, etc. Vous faites référence à une séparation à l'amiable. Vous dites de ce qui aurait dû être une séparation à l'amiable entre les deux nations. Mais dans l'écriture du roi des Ibans, de Bouaziz, il n'y a à aucun moment une référence à la séparation. Il y a plutôt un appel à la communion, bien sûr, au droit égalitaire pour les musulmans, voilà. C'est clair, donc, mais pas à la séparation, qu'on s'entende bien. Oui, mais vous avez forcé un peu le trait ici. Oui, parce qu'effectivement, moi, ils l'ont tué en 1945. Là, on est en 1937. En 1937. Donc, on est en 1937. C'est un an après le Congrès musulman, de 1936. C'est quand, du stade municipal. Il y a les élites musulmanes commencent à s'insurger contre l'ordre colonial pour essayer d'œuvrer. Madame Furent, on est sur le domaine de l'histoire. En quoi les élites s'insurgent dans ce texte? Mais par rapport à l'injustice de l'ordre colonial, de société, un état de droit pour les Européens, un état coercitif, raciste pour les indigènes. Enfin, même les élites ne comprenaient pas cette injustice. Il y avait deux sociétés qui vivaient côte à côte et qui n'avaient pas, c'était pas les mêmes droits. Oui, mais le mot séparation, il est supposé qu'on est dans une démarche de séparation, mais c'est pas le cas. Voilà, c'est peut-être moi qui. Après, c'est une formule. Mais moi, vous avez effectivement parlé d'un passage de
de son discours, mais moi je vais en lire un deuxième, pour faire comprendre aux auditeurs, puis ceux qui liront le livre, que donc il voulait faire avancer la cause de ses semblables, des musulmans, des populations pauvres musulmanes. Et donc voilà, et donc il dit, pour continuer mon œuvre, j'avoue que j'ai mis à profit mon court séjour à Paris sans être chargé de mission. Sans être chargé de mission, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire sans avoir eu l'ordre de l'autorité coloniale. Donc d'une manière tout à fait libre. Par qui que ce soit, donc, pour plaider la cause de mes semblables. Pour plaider la cause de mes semblables. Voilà, aujourd'hui, parce qu'on retire toujours des éléments du discours qu'il fait, qui sont des éléments de langage diplomatique, voilà. Mais on occulte toujours, à chaque fois qu'il parle d'aider la cause des musulmans. Voilà. Alors je vais le lire aux auditeurs. Ensuite, certes, j'ai parlé de la classe moyenne et de la classe ouvrière, c'est-à-dire qu'il s'intéresse aussi à la classe ouvrière, qui souffre beaucoup de la crise économique. Auprès des uns et des autres, j'ai rencontré un optimisme parfait visant un changement favorable. Donc qu'est-ce qu'il dit aux autorités coloniales ? Il dit, écoutez, moi je suis allé à Paris et j'essaie de faire bouger les choses pour la population indigène. Ensuite, quant à la question politique, il veut aussi faire bouger les choses au niveau politique. Il dit que les populations du Sahara ne s'y intéressent pas beaucoup. Oui, parce qu'effectivement, il y a le nord, il y a le sud. Au Sahara, on ne s'y intéresse pas beaucoup, c'est si vrai que ça. Mais il voulait... alors j'estime et je souhaite de tout cœur qu'une initiative soit prise par nos délégués financiers et conseillers généraux français et indigènes, afin qu'une commission soit nommée dans le but de l'étudier à fond et de définir des bases de son application. Je suis certain qu'au cours de cette étude, un accord interviendra entre élus français et élus indigènes pour le plus grand bien de tous. On ne doute pas, parce qu'il y a quand même une tradition. À l'instar des. Il y a le livre de Malika Al-Hajj. Je me permets de faire une transition et d'évoquer un autre livre qui va bientôt arriver, qui va prolonger ce discours sur les élites algériennes. Là, il s'agit d'autres élites, ce sont celles qui ont émergé, elles sont plutôt laïques, elles ne viennent pas de la propriété terrienne, celles qui ont donné l'UDMA un peu plus tard, etc., et de leur contribution au mouvement national. C'est un vrai débat. Qu'est-ce que ce type d'élite a apporté ? Mais on est d'accord que dans le cas de votre aïeul, du dernier roi des Ibans, on est quand même dans l'allégeance toujours à la France, essayons d'améliorer les conditions des musulmans. Bien sûr. On est d'accord. Mais comme les Oulaïma réformateurs lors du congrès musulman, c'était la même chose. Eh oui. Il y a, au congrès musulman, c'est l'étoile nord-africaine de Messali Hadj n'a pas fait partie parce que c'était le seul à réclamer la séparation et l'indépendance. Voilà. On est d'accord. Très bien. Alors ce personnage-là. On va bien qu'en 1937, s'il devait y avoir une crispation vis-à-vis de l'autorité coloniale plus forte, parce que là, on est quand même dans le contexte du Front populaire, c'est Blum-Violette, c'est quand même un contexte plutôt permissif pour faire émerger des revendications de ce type-là. Ça s'est contracté après avec la guerre, avec le fascisme, etc. Pourquoi y a-t-il un complot contre lui ? Pourquoi est-il assassiné ? Donc, effectivement, lui a sa parole libre, parce qu'effectivement, il avait énormément d'influence dans le Sud, etc. Et donc, aujourd'hui, on le caricature en disant que c'est le béni oui-oui. Non, les Français faisaient attention quand même au chacal arabe. Il ne fallait pas qu'il se rebelle. Alors, lui, il avait sa propre pensée tout à fait libre et libérale. Il avait des adversaires. Il avait des partisans et des adversaires. Ses adversaires, c'était les communistes. C'était ceux qui étaient les tenants de l'idéologie marxiste, ce qui est tout à fait compréhensible. Voilà. Donc, effectivement, il avait des adversaires, et notamment les communistes, Messali Hadj, etc. C'était pas ses alliés. Et aussi, les ulémas réformateurs étaient aussi ses adversaires. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'a pas fait partie du congrès musulman. Et la raison, c'est la suivante. Lui était de la culture des marabouts, la culture zaouïa, qui est une culture ancestrale de l'islam, maraboutique, etc. Les ulémas réformateurs, eux, étaient imprégnés de ce qui se passait en Égypte, du mouvement de la Nahda, voulaient réformer. Ils faisaient la guerre aux marabouts. Voilà. Donc c'était des adversaires. Parmi ces élites autochtones, ils n'avaient pas les mêmes visions. Voilà, mais c'est quand même l'autorité coloniale. C'est comme ça s'est passé. Il y avait l'autorité coloniale qui chapeautait tout le monde. Cela peut expliquer un relatif isolement politique dans la région des Ibans, à Biskra. Ça peut l'expliquer. Mais de là à ce qu'il devienne un paria. Le problème qu'il avait eu avec Chebel Mekki, parce qu'on n'arrête pas de me le sortir, ça...
Qu'il aurait fait traîner sur un... Voilà. Donc ça, effectivement, c'est un timbre. Il n'a jamais traîné qui que ce soit, mon arrière-grand-père. Hein. Vous voyez un peu le Cheikh El Arabe avec en faisant traîner... Non, c'est pas sérieux. On parle de Ségoum. Oui, de Ségoum, ou c'était l'armée française, hein. Il disait que c'était le goum du Cheikh El Arabe, c'était l'armée française, hein, qui a dû faire ça à Chebal Mekki, okay, parce que c'était un timbre, effectivement. Pour nos amis auditeurs, il s'agit d'un syndicaliste communiste. Voilà. Et alors lui, qu'est-ce qu'il faisait à la Sidi Arouba? Il faisait donc des théâtres, un théâtre subversif où il attaquait le Cheikh El Arabe, il l'attaquait. Et il y avait même il y avait des menaces de mort à son encontre et tout, genre il faut l'éliminer, tout. C'était des adversaires. Bon, en Russie, c'est ce qui s'est passé, hein, vous voyez. Alors, si on vous écoute, Frédéric Furon, sur la trajectoire qu'a prise votre aïeul à partir de cette période-là, il aurait pu finir au FLN et dans la délégation extérieure du Caire. Non, alors, donc ça, c'est la génération de ses fils. Et ils l'ont fait. Le fils de Cheikh El Arabe Bouaziz Ben Ghana, Hamma Ben Ghana et son frère Bey, donc mon grand-père Hamma et son frère Bey, ont aidé de manière conséquente les Moudjahidines des Ibans. Oui. Ma mère que vous avez vue là, elle cachait, elle soignait les révolutionnaires, elle transportait des armes dans la voiture, etc. Alors, ils ont aidé. Ça, tout le monde le sait, hein. Oui. Mais alors, vous citez. On veut pas, certains ne veulent pas le reconnaître. Oui. Non, mais déjà, ceux qui veulent caricaturer, en 1945, il avait quel âge? 60. Cheikh El Arabe. Il est mort en 1945. Il avait quel âge en 1945? C'est la question. Ah oui, il avait 66 ans. 66 ans, oui. Évidemment, dans ce cas-là, on préfère dire que ses fils, ce sont ses fils plutôt qui seraient retrouvés. C'est ses fils qui ont épousé la cause nationale. Alors, vous évoquez ce dossier que vous avez trouvé à Aix-en-Provence. C'est en relation avec le pétrole? Oui, voilà. Donc moi, c'est effectivement quand je découvre ce rapport d'Yves Chategnaud à De Gaulle, je comprends les raisons de son assassinat. À l'époque, franchement, je ne savais pas. Moi, je pensais que c'était effectivement, je savais qu'il avait protesté pour l'arrêt des massacres de Sétif, etc. Et ils l'ont mis en résidence surveillée à ce moment-là. Et donc, toutes les tribus des Ibans, en plein massacre de Sétif, toutes les tribus des Ibans ont voulu, on dit, si vous ne le lâchez pas, on va mettre le pays à feu à sang. Alors, vous imaginez le contexte. Hein. Donc, c'est là où ils ont préféré l'éliminer tout de suite, parce qu'ils se sont dit, tout va s'embraser. Alors, moi, à l'époque, je pensais que c'était juste parce que à cause des massacres, mais non. Mais quand je trouve le dossier, là, je me dis il y avait un enjeu un peu plus compliqué que cela. Hein. C'est qu'effectivement, ils avaient déjà découvert du pétrole dans sa région. Moi, je ne savais pas. Je pensais que le pétrole avait été découvert pendant la Révolution. C'est l'exploitation qui a commencé en 1956. Voilà. Donc, ils savaient déjà qu'il y avait du pétrole. Et dans le rapport d'Yves Chategnaud à De Gaulle, qu'est-ce qu'il dit, Yves Chategnaud? Il dit à De Gaulle, il faut que le Parti communiste arrête de lancer cette cabale contre le Cheikh El Arabe Ben Ghana, mais aussi contre tous les chefs, parce que c'était toute la féodalité, hein, parce que ça va se retourner contre nous. Pourquoi? Parce que là, ils sont il sait qu'il est sur une région où il y a du pétrole. Il y avait toute l'armée anglo-américaine dans le sud. Il connaissait très bien Churchill, c'était un ami, etc. Donc vous imaginez, c'est très facilement, on comprend tout de suite que il menace. Il le dit dans le rapport. Il dit si vous ils veulent m'assassiner. Là, les militants communistes veulent m'assassiner. Si vous me protégez pas, moi je trouverai une protection. Hein. Il savait l'avantage qu'il avait, sachant que par rapport aux ressources naturelles de la région dont il avait une influence considérable. Alors, vous dites qu'il y avait le risque. Vous dites qu'il y avait le risque que si Bouaziz Ben Ghana change de parrainage et qu'il passe à un parrainage anglo-saxon. Il aurait pu, oui. Et donc une scission des territoires du Sud. Et ça, j'ai toujours entendu dire que la France a toujours eu très très peur de perdre le Sud. Toujours très peur de perdre le Sud. Moi, je ne savais pas. On va pas trop... Effectivement, ils avaient vu ce qu'il y avait dans le Sud. Quoi. Oui, mais quand même, il s'agissait d'une famille qui avait été fidèle et loyale à la France pendant, on va dire, 70 ans. Au minimum, et donc le risque de perdre... C'est pas la seule famille, hein. Oui, non, on va l'évoquer. On va l'évoquer, on va y venir. Non, c'est pas un anathème que je lance. Mais ce que je veux dire par là, c'est quand même, il y avait des assurances, si on trouver un terrain d'entente avec Bouaziz Ben Ghana sur cette affaire du pétrole, il y avait plus de chances de trouver un accord que d'être obligé de l'éliminer physiquement. Moi, je vous dis franchement, tel que je le sens, j'ai pas trop collé à cette explication. La guerre, et vous savez, ils prenaient autre chose. Hein. Les communistes, c'est pas l'autorité coloniale, qu'on s'entende bien. Non, en métropole, ils étaient très forts au lendemain de la guerre, le Parti communiste. Maintenant, autre chose. Ils étaient internationalistes, les communistes. C'était pas tellement des nationalistes.
Maintenant, il y a autre chose aussi qui a dû embêter beaucoup les Français, notamment celui qui était à la tête à l'époque. Mon arrière-grand-père prenait la citoyenneté pour toute la masse musulmane. Toute. Voilà. Et ça, c'est-à-dire aller au-delà de Bloom-Violette qui le réservait voilà. à quelques Vous savez très élites. bien qu'on ne voulait pas à l'époque. D'accord. Voilà. Donc ils commençaient à les gêner vraiment, quoi. Oui, mais ils n'ont pas éliminé Messali Hadj qui revendiquait l'indépendance. Ils n'ont pas éliminé Bourguiba qui faisait la même chose pour la Tunisie. Mais écoutez, il le dit qu'il était sur le point de faire sécession avec eux. Il disait maintenant, voilà, moi j'ai toute la... Ah oui, il le dit, Châtaigneau, il dit, nous, dans le sud, on n'a que 300 cavaliers. Donc le jour où le cheikh El Arabe appelle tous ces partisans, toutes ces tribus à prendre les armes, parce qu'ils peuvent être armés parce qu'ils avaient l'armée anglo-américaine, ils avaient vu le Sud, ils pouvaient les armer, etc. Donc, s'il appelle, il peut même s'allier au mouvement nationaliste. Il aurait pu y avoir même une coalition de tous les mouvements nationalistes. Moi, je parle de scission, mais il aurait pu s'entendre avec Ferhat Abbas, les mouvements nationalistes. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, donc, les Français, ils ont eu peur. Alors, cette capacité à mobiliser un arrière-pays, un territoire, est-ce qu'on peut en parler? Ça m'offre une transition pour revenir un peu sur comment ce fief s'est construit à travers le temps. D'abord, c'est quel territoire? Ça va d'où à où? C'est les Ibans. On a un sentiment que ça va bien plus au sud quand même. Les Ibènes, comme on dit, voilà. Les Ibènes, c'est toute la région des oasis à la porte du désert. Mais vous voyez, le désert en Algérie, il n'est pas très peuplé. Hein. Donc, le centre du pouvoir, il est au niveau des oasis. C'est le versant sud de l'Atlas saharien. Voilà, c'est le sud constantinois. Oui. Donc ça faisait partie du beylik de Constantine. À l'époque ottomane. Qui était le beylik le plus prospère, le plus riche. Et le plus peuplé. Et c'est pour ça que j'ai voulu parler aussi de cette histoire du beylik, parce qu'on ne la connaît pas beaucoup. On n'en parle pas, j'ai voulu mettre le projecteur pour qu'on puisse comprendre aussi le contexte, la reddition des ancêtres. On va dire un mot de ce contexte, c'est très intéressant, c'est peut-être la partie que j'ai plus appris dans votre livre. On comprend que quand même, dans cette prospérité que s'est construite la dynastie des Bengana, il y avait tout le temps un paramètre qui a peut-être été le moteur de toute l'histoire, c'est la rivalité avec une autre famille, la famille Bouakaz, qui était sur le même territoire et qui revendiquait la même position de vassal vis-à-vis du pouvoir central à l'époque ottomane. Hein. Vous pouvez nous en dire un mot? Oui, c'était ce qu'on appelle les tribus marzennes, qui effectivement nouaient des alliances avec l'autorité, les beys, les deys, etc. Les Ottomans étaient obligés de s'appuyer sur ces tribus-là pour faire des prélèvements d'impôts, des tribus qui étaient un peu dans l'anarchie, quoi. Tout ce qui était centralisé, voilà, ils avaient un rapport au terroir. Le modèle économique, c'était le parcours, la transhumance, oui, voilà. Qui est très important. C'était beaucoup l'élevage, voilà. et moins la propriété terrière fixe. Hein, Alors les Bengana, parce qu'on parle souvent d'où viennent les propriétés Bengana, c'était à l'époque ottomane. Hein. Oui, c'est ça qu'on parle. Oui, ils avaient des terrains de parcours dans la région de Constantine, où ils allaient nourrir leurs troupeaux avec leurs tribus, etc. L'été, quand les oueds étaient desséchés, et après, ils descendaient dans le sud, et ils protégeaient leurs tribus, parce qu'à l'époque, il y avait des razzias, c'était un peu le Far West. Hein. Donc, il fallait des chefs de tribus, c'était une armée, c'était une structure militaire. Par exemple, quand ils rapportaient le denouche, l'impôt de Constantine, il faisait partie donc de l'armée du Bey. Au Dey, c'était une armée, c'est-à-dire que il fallait protéger le trésor, etc. Ça fonctionnait comme ça. On n'aime pas. Non, la question n'est pas là. Mais c'est notre histoire. La question n'est pas là. La question, c'est que c'était pas suffisant pour faire un noyau d'État algérien en se connectant avec les autres féodalités. C'est une question qui s'est posée un peu plus tard avec l'émirat Abdelkader. Oui, mais moi, mon analyse, par exemple, l'émirat Abdelkader était à l'ouest, hein, c'était pas la même région. Alors, les Bengana, comme les Mokrani, étaient avec le dernier bey de Constantine. Hein. Et donc, quand il y a eu l'invasion française, la politique du beylik de l'Est, et d'ailleurs, elle est restée 7 ans indépendante. Ils avaient leur propre monnaie, etc. Donc les Français, pour conquérir le pays, à un moment donné, il fallait détruire
le Bey. Et c'est pour ça que je dis que les Bengana ont résisté à la conquête française avec Ahmed Bey en aidant Ahmed Bey dans le sud, etc. Parce que leur ennemi juré, lui, contractait des alliances avec les Français dès 1831. Alors là... Farhat Ben Saïd Bouakaz, qui est aujourd'hui considéré comme un grand résistant à la conquête française. Parce qu'il est passé du côté d'Abdelkader à un moment donné. Aux Français le 1er, 1831. On va revenir sur le factuel. On va revenir sur le factuel. Madame Friel-Furon, est-ce que le fait que à ce moment-là, c'était Boukhras qui était à la tête de la famille? Alors non, en 1861, c'était Mohamed Belhadj. C'est mon préféré, moi j'adore. Voilà, Mohamed Belhadj. Est-ce que le choix de défendre Constantine, alors ma question elle est peut-être un peu agressive, mais le choix, est-ce que c'est pas juste un hasard matrimonial parce que la maman de Ahmed Bey, le dernier bey de Constantine, était une Bengana et que donc sur le plan de l'alliance, les Bengana étaient obligés de s'allier avec Ahmed Bey. C'était une alliance. C'est une question. Non, ils étaient effectivement liés par le sang, mais ils faisaient partie de leur armée. Quand Ahmed Bey prend le pouvoir en 1827, parce qu'il était khalifa avant. Absolument. Voilà, donc il prend le pouvoir. Il faut savoir que son grand-père, donc c'est le Kollo, c'est lui qui a institué le premier cheikh arabe Bengana dans le sud. C'était une famille à l'époque de chorfa islamisants, comme on dit. Ils n'avaient pas de rôle militaire, c'était des chefs religieux. D'accord ? C'est El Kolo, donc le grand-père d'Ahmed Bey, qui institue le premier Bengana qui s'appelle le Hajj, on l'appelait le Hajj Bengana Ben Slimane. C'est des tribus qui ont dit on le veut. Ils avaient fait tout le parcours de pèlerinage à Mecque, à qui on confiait. On peut ajouter qu'à ce moment-là, on confiait un chérifien. Il s'était très bien conduit pendant ce pèlerinage. Et les tribus, on avait marre de on peut dire quand même, voilà, il a supplanté un Bouakaz. Ils en avaient marre, bien sûr. Voilà, mais la plus ancienne en tant que cheikh arabe, c'était les Bouakaz. Le premier cheikh arabe Bengana, c'est 1762. Bouakaz, c'était bien avant. Les Bouakaz descendaient des Hilaliens. C'était très arabisé dans le sud, vous savez. Et puis. Alors, c'était un moment charnière de l'histoire de votre dynastie, de celle des Bengana, très important, parce que pendant 2 ans. Les Bengana donc s'engagent avec Ahmed Bey. Combien? Et s'engagent avec Ahmed Bey pendant les 2 ans de la bataille de Constantine. C'est 7 ans. Mais bien sûr. Voilà, c'est 7 ans. Voilà, c'est 7 ans. Oui. Et après la prise de Constantine par les Français. Même, ils sont allés à Staweli en 1830, toutes les goums des Bengana. Et ben oui, pour arrêter ce qui a été pris en une semaine là, par les Français là, à Alger. Il y avait les Bengana sur les plages aussi. Moi, j'ai voulu quand même mettre un peu projecteur. Absolument. Cette partie-là, après, la question qui se pose, c'est pourquoi Boukhras a choisi de changer d'alliance en 1938. C'est quand même le tournant. 1838, on s'entend, fin 38, une année. Oui. Voilà. Il change d'alliance, c'est ça qui va marquer la dynastie, parce que finalement, dans l'historiographie officielle algérienne, si vous n'avez pas fait votre livre, de ce point de vue-là, il est bienvenu. On aurait retenu que la longue période de collaboration des Bengana avec l'autorité française. Alors, en fait, le tournant, c'est un de vos aïeux qui l'a pris, qui a décidé de se séparer de Hajj Ahmed et de repartir dans le sud et de les laisser à son destin. Voilà. Alors, ma question, c'est de se soumettre à l'autorité française. Qui avait pris Constantine. Alors, ma question, elle est la suivante. Vous avez beaucoup travaillé sur cette période-là, vous la connaissez très bien maintenant. Est-ce qu'il n'était pas possible d'envisager une période de résistance plus longue avec Ahmed Bey ou avec Abdelkader c'est vrai qu'il y avait le traité de la Tafna qui venait d'arriver, mais est-ce qu'il n'y avait pas un autre destin possible pour les Bengana que celui de la soumission? C'est très important ce que vous dites, traité de la Tafna. C'est-à-dire qu'au moment où ils se soumettent en 1839, l'émir Abdelkader avait contracté une alliance de paix. Traité de la Tafna qu'il avait contracté avec le général Bougeot. Avec un partage de territoire. Oui, voilà. Donc il avait fait la paix avec la France. Et même que dans le traité de la Tafna, article 7, il achetait des armes à la France. Donc vous vous rendez compte un peu le contexte de la reddition des Bengana. Il a fait la paix avec les Français. Mais simplement, l'émir Abdelkader, lui, il nommait des khalifas dans le sud. Qui voulait massacrer les Bengana, c'était du haut de toi que je m'y mette. C'était une lutte de pouvoir. Et il nomme un Bouakaz, il nomme Farhat. Et voilà. Et Farhat, lui, il n'était pas content Farhat Ben Saïd parce qu'il a été destitué par Ahmed Bey. C'est pour ça qu'il s'est rendu aux Français dès 1831. Il s'est dit, les Français vont arriver, grâce aux Français, je vais retrouver mon prestige dans le sud parce qu'Ahmed Bey m'a enlevé le titre.
voyez, c'est comme ça que ça se passait. Et donc, mais les Bengana, pendant 7 ans, ils étaient avec Ahmed Bey, pendant que Farhad Ben Saïd, il allait avec les Français, etc. Après, les Français, il était nommé par les Français pour massacrer les Bengana, qui étaient avec Ahmed Bey. Mais il n'arrivait pas. Donc, il s'est dit, allez, j'abandonne les Français. Ah oui, non, c'est pire. Il a carrément fourni Farhad Ben Saïd. Et ça, c'est Mercier, Ernest Mercier, qui est un historien quand même, qui est reconnu. Farhad Ben Saïd Bouakaz a fourni des goums aux Français pour la prise de Constantine en 1837. Vous le racontez dans le livre. Voilà, donc vous voyez un peu le contexte. C'est pas un hasard si vous préférez Mohamed Belhadj dans votre dynastie à Boualkharaz. 1834. Voilà, il ne s'est jamais rendu, lui. Il s'est jamais rendu. Donc vous avez quand même une préférence, oui. Il a été empoisonné par son neveu. Par Ahmed Bey, qui lui était très puissant et à un moment donné, il a dit à son neveu, parce que Ahmed Bey voulait devenir pacha. Donc il nomme son ami d'enfance Bey de Constantine, lui devient pacha, Bey de Constantine, et puis il dit à son oncle, tu restes chez Al-Arabi. Son oncle il voulait avoir une promotion, il voulait être Bey. Et donc là il a dit, bon, dans ces cas-là, voilà. Je ne suis plus avec toi, je prends ma liberté. Et lui, il avait besoin de la force des Bengana dans le sud, donc il a préféré l'empoisonner. Et c'est son frère qui a pris le relais. Toujours par rapport aux accidents de l'histoire, parce que donc voilà, effectivement, pour moi, c'est un héros, parce qu'il ne s'est jamais soumis. Il ne s'est jamais soumis. Voilà. Il s'est jamais soumis. Est-ce que l'épisode... Il a subi un petit peu ce qu'a subi mon arrière-grand-père. C'est-à-dire qu'il a été empoisonné, et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'empathie pour lui, parce que... Et d'ailleurs, je fais un parallèle entre l'empoisonnement de mon arrière-grand-père par rapport aux Français et l'empoisonnement. Voilà, c'est un destin de famille, malheureusement. Ouais. Alors, est-ce que... Parce qu'après, ce qui va se passer après, ça va quand même beaucoup ancrer l'imaginaire. Les grandes tentes du Sud. Il y a celles qui se sont dressées, les bois même au Sud-Ouest, qui à un moment donné ont rompu avec la France. Il y a Cheikh El-Mokrani qui, dans la Medjana, a fini par casser son alliance avec les Français. Pourquoi les Bengana n'ont pas suivi le même chemin ? Et parce que les Bengana, d'abord, dans le Sud, c'était donc une administration, c'était un régime militaire. Hein. Donc... Et qu'est-ce qui s'est passé en 1871 dans le territoire des Mokrani ? Il s'est passé que, c'est après la Commune de Paris, on passe à un changement de système. On passe du système militaire à civil. C'est surtout la Troisième République. Voilà, passage à la Troisième République. Et les colons voulaient des terres. Hein. Donc on a retiré des terres. Donc, à celui qui s'est rebellé, c'est le fils d'Ahmed Mokrani, qui s'était rendu en même temps que Walid Ben Boualkhass, Bengana. Et à l'époque, ils avaient le titre de khalifa. Donc, on lui a dit, maintenant, ton père était khalifa, mais tu vas être Bachaga. Il dit, moi, je ne veux pas être Bachaga, je veux rester khalifa. Vous savez, c'est toujours une question de prestige. Et en plus, on lui avait enlevé des terres. Donc, à un moment donné, il s'est rebellé. On aurait fait la même chose au Bengala, ils auraient fait la même chose, dans le Sud. D'ailleurs, mon arrière-grand-père, quand il a commencé à se rebeller contre eux, tout de suite, ils l'ont éliminé. Voilà. Bon. On n'a pas fait la même chose au Bengana, les Bengana sont restés prospères. Parce qu'on ne leur a pas enlevé leurs terres, ils ont gardé le même prestige, les mêmes prérogatives, qui était une administration indirecte, vous savez. Madame Ferrier-Furon, est-ce que vous avez quand même bien le sentiment que les Algériens ont du mal à s'identifier à la saga des Bengana quand on voit comment, par exemple, vous décrivez le mariage de Zouja. Oui. Moi, j'ai lu ce chapitre et je me suis dit ça, sur le plan éditorial, c'est quand même le faste qu'il y avait dans ce mariage, quand on sait comment vivaient les Algériens en 1938, je ne vais pas rechercher la citation, mais c'est tellement fastueux, et nous, on sait de nos grands-parents comment ils ont vécu, ou de nos arrière-grands-parents, et c'est difficile d'associer le destin des Algériens, du peuple algérien, du peuple de Messali, à la façon dont vivaient les Bengana. Vous le percevez, vous le comprenez ? Je peux le comprendre, bien évidemment, mais pourquoi occulter cela ? Moi, j'ai raconté effectivement ce mariage, je vais vous dire, c'était pas du tout pour montrer le faste ou quoi que ce soit. Hein. On a le sentiment quand même que c'est... je suis désolée. Moi, j'ai voulu raconter ce mariage pour expliquer les traditions. Comment se faisait un mariage musulman à l'époque, et puis surtout cette culture zaouïa, etc. C'est un mariage d'aristocrate. Le voyage d'Alger à Biskra, c'est déjà une aventure. Oui, alors il faut le cacher.
parce qu'effectivement, toute la population était dans le... Donc on ne dit pas... Non, c'est voyez, intéressant sur le plan de la documentation. Moi, C'est j'ai voulu- intéressant de voir comment ça Voilà. se passait. Bon, c'est ne pas renier ce qui s'est passé, c'est dire les choses, comment ça s'est passé. Je ne pense pas que ce soit ostentatoire, parce qu'ils étaient très... Il n'y avait aucune ostentation. Et puis, ce n'étaient pas les seuls grands propriétaires terriens. Je veux dire, il y avait une couche de la population qui était très minime, peut-être 1%, très minime, qui n'était pas simplement les Bengana, et qui vivaient comme ça, hein. Voilà, il n'y avait pas que les Bengana. Vous voyez, Tamzali, ils étaient très très riches. Il y avait des propriétaires dans tout le territoire qui avaient de l'argent. Bon, voilà, même du côté de ma famille paternelle, hein, ils avaient des terres, etc. Ils vivaient bien. C'était des industriels du tabac. C'était une réalité. Alors, bon, le cacher, vous savez... Moi, je suis pas du tout. C'est être dans la lutte des classes, en fait. Donc je pense qu'il faut aller. Oui, mais il faut aller un peu de l'avant, quoi. Il œuvrait beaucoup pour la population pauvre du Sud. Il avait des partisans. Il faisait son rôle de sadara. Il payait les zerket. Il donnait beaucoup à la population. Alors, à quoi vous, on va arriver à la fin de cet entretien. À quoi vous attribuez le fait qu'on soit resté quand même sur cette perception assez, c'est vous qui l'avez évoqué en début d'émission, les difficultés à parler des Bengana, etc., en dépit du fait que ça soit plus complexe, comme vous l'avez expliqué, que ce soit plus nuancé, qu'il y ait eu des descendants dans votre famille qui se sont battus pour l'indépendance. Donc, pourquoi c'est ça qui est surtout resté ? C'est-à-dire la caricature qu'on en a fait lors de la polémique, c'est ça ? Oui, enfin écoutez, moi je trouve ça dommage. Vraiment, parce que moi, si j'ai écrit ce livre, c'était pour provoquer personne. Hein. C'était vraiment, je vous dis, une quête de vérité, de justice. Et ce que je veux, moi, ce que je voulais, c'est qu'on appréhende cette histoire dans toute sa complexité, en occultant aucun acteur de l'histoire. Et je vois comment ça... Je pensais qu'effectivement, en 2017... le peuple algérien était prêt à la recevoir, cette histoire, c'est vrai. Et là, peut-être que j'ai fait preuve de naïveté. Donc, je trouve dommage ce qui s'est passé. Pendant la polémique, ceux qui me sont tombés dessus, hein, tous les intellectuels qui me sont tombés dessus, n'ont même pas lu le livre. Ils m'ont fait un faux procès, en fait. Un procès en révisionnisme, en négationnisme. Ils sont même allés jusqu'à dire que je faisais l'apologie du colonialisme. C'est grave, parce que moi je dénonce le colonialisme, et dans le livre on voit, voilà, mon aïeul dénonçait aussi le joug colonial, etc. Donc je trouve ça très dommage, mais je pense que l'opinion publique a été manipulée, parce que en fait on a jeté tout ce fiel comme ça, et pour empêcher les gens de le lire et puis de voir ce que je transmets comme information. Vous dites que les Algériens sont prêts à recevoir ce type de vérité. Ce type de vérité, en gros, ça dit qu'il y avait... il y a quelques siècles, des Algériens riches et des Algériens pauvres, et qu'une partie des Algériens riches, pour préserver leurs intérêts, ont quand même choisi la collaboration. C'est ça que ça dit quand même. Oui, mais en expliquant le mécanisme des intérêts, etc. Voilà. On le comprend, de ce point de vue-là, on le comprend très bien. Mais de le dire aujourd'hui de manière apaisée, comme vous le dites, voilà. Vous considérez que c'est suffisant pour que ça soit accepté ? Bah, c'est pas, qu'est-ce que vous voulez que c'est fait ? Moi, moi, ce que je veux, j'appelle un débat apaisé. Même avec des historiens, j'appelle un débat apaisé sur le rôle des élites, etc., pendant la colonisation, qu'on sorte de cette caricature. Oui, je pense que ça renforcerait un peu, justement, de voir cette histoire dans toute sa complexité. Sortir du paradigme aussi, traite héros. Oui, quoi. Parce que là, c'est un peu c'est toujours différent, c'est toujours plus contrasté. Mais ceux qui vous disent que le rôle de ces élites-là, c'est quand même quelque chose qui a peut-être prolongé le colonialisme, plutôt qu'aider les Algériens à s'en débarrasser. Le rôle d'auxiliaire, de relais du pouvoir central qui sous-traite la répression, etc. Sans doute, mais c'est notre histoire. C'est une autre histoire. C'est notre histoire. C'est notre histoire. Donc c'est peut-être ça que les Algériens... on ne peut pas la refaire. C'est peut-être ça que les Algériens ne veulent pas voir, finalement. Oui, parce qu'on est tous... Ils gagneraient à la voir. Ils se réconcilieraient avec eux-mêmes. Je veux dire, moi, j'œuvre pour la réconciliation des mémoires. Vous voyez ? Et ça ferait du bien à tout le monde. Moi, c'est pour ça que moi, je suis très apaisée. Et puis, ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, c'est difficile. Hein. Moi, ce que je veux, c'est... Mais je lâche pas l'affaire. Vous voyez, j'ai accepté d'être invitée par vous, de revenir à Alger. C'est pas le pire des risques que vous avez pris. Hein. Je sais pas.
Vous ne savez pas. Mais, vous avez pris des informations sur les gens qui ont été sanctionnés à la chaîne publique? Heureusement, ils ont été 3 semaines après justement la polémique, ils ont été réhabilités. Oui, mais heureusement. D'ailleurs, je m'en suis félicitée sur Facebook, mais voilà, j'ai été vraiment très peinée de ce qui leur arrivait, hein, franchement. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une chance que le livre soit édité en Algérie? Votre livre, je le recite à nouveau, c'est Bouakas Benkana, Dernier roi des Zibans, qui est édité par Rive-Neuve édition en France. Est-ce qu'il y a une chance de trouver un co-éditeur en Algérie? J'aimerais. S'il y a un éditeur qui nous écoute et à qui s'intéresse, parce qu'il n'est pas interdit en Algérie, hein, le livre, hein, donc si ça intéresse un éditeur, oui, ça serait bien. Mais je ne sais pas, avec ce qui s'est passé, peut-être qu'ils vont... Est-ce qu'il est en vente à Alger? Non. Il n'est pas interdit, mais il n'est pas en vente. Oui, enfin, il est publié en France. Oui. Donc, mais personne n'a encore importé. Il ne sera pas importé au SILA, au prochain SILA, Salon international du livre d'Alger? Non. S'il n'est pas frappé d'interdit, il pourrait ah bon? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas être publié en Algérie pour être au SILA. C'est ça? D'accord. On ne m'a pas invité. Très bien. Il faudrait qu'il m'invite. D'accord. Je ne sais pas. Vous vivez en France, vous jouez un rôle de sorte de un pont entre l'Algérie et la France. Je suis présidente de l'association phare, hein, oui. Franco-algérien républicain rassemblé. D'ailleurs, je salue mes membres qui vont m'écouter. Hein. Je dois beaucoup à cette association. C'est dans le cadre de cette association que j'ai trouvé l'énergie pour passer à l'acte de l'écriture. Voilà, parce que je leur racontais cette histoire, ils m'ont dit bon, il faut que tu l'écrives. Et j'ai fait des rencontres aussi dans le cadre des conférences que j'organise, etc., qui m'ont beaucoup inspiré, permis de comprendre des choses, de réfléchir, etc. Et donc je dois beaucoup à cette association. Voilà, phare. Donc nous, on œuvre pour la réconciliation de la France et de l'Algérie, et puis rapprochement des sociétés civiles, et on veut valoriser les Algériens en France, parce qu'en France, ils sont très caricaturés aussi. Hein. Donc on veut mettre en avant les réussites d'Algériens, de Franco-Algériens en France. On travaille beaucoup sur les questions d'identité, multiples, de mémoire. Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, parce que c'est un son de cloche qu'on ne connaît pas. C'est une façon aussi de renouer avec nos racines. Pour revenir au mariage, je voulais quand même expliquer la culture zaouïa, qui aujourd'hui n'est pas très bien connue, avec ce qui se passe, etc. Vous voyez ? Fléa Curon, Benchikou, merci beaucoup d'avoir été notre invité dans l'entretien. Merci. Merci à vous. Radio M, l'entretien. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.